C'est bon, Maouya, et je te laisse la main du coup. Très bien, merci Alban pour cette petite introduction. Donc, bonjour à tous, bienvenue donc au forum Rénov Habitat. Aujourd'hui, effectivement, pendant l'heure qui suit, on va parler du parcours de la rénovation énergétique en maison individuelle. Donc, je vais essayer de vous donner toutes les infos, en tout cas les infos de base à avoir pour se lancer dans un parcours comme celui-là. Alors, un petit sommaire des points qu'on va aborder. Donc, tout d'abord, très rapidement, une présentation de GPSO Énergie. Un petit point sur le contexte et les enjeux de la rénovation énergétique, les bases techniques à avoir, un petit focus sur le parcours de la rénovation, et puis après, en dernier lieu, donc, des liens vers des ressources, et puis vers des sujets annexes autour de la rénovation énergétique en maison individuelle, et puis après également notre temps d'échange de questions-réponses. Alors, premièrement, Grand Paris Seine-Ouest Énergie. Donc, qui sommes-nous? Donc, nous sommes ceux qui organisons aujourd'hui ce forum de la rénovation énergétique dans l'habitat privé. Nous sommes une ALEC, donc une ALEC, une agence locale de l'énergie et du climat attachée au territoire de Grand Paris Seine-Ouest. Et nous avons un statut juridique d'association loi 1901. Nous avons été créés en 2008 à l'initiative de l'établissement public territorial Grand Paris Seine-Ouest, dans le but d'accompagner l'ensemble des acteurs du territoire de GPSO dans toutes leurs démarches, dans toutes leurs problématiques liées à la transition écologique et énergétique. Au sein donc de GPSO Énergie, on a un espace qui s'appelle l'espace Conseil Faire, qui vise à conseiller et accompagner les habitants du territoire de GPSO sur tous leurs questionnements et sur tous leurs projets de rénovation énergétique de leur maison ou de leur copropriété. Donc, on vous donnera les coordonnées en fin de présentation pour prendre rendez-vous avec un conseiller énergie Faire. Voilà, si vous voulez poursuivre avec lui et avoir des réponses un peu plus précises à votre cas particulier. Alors, pour commencer, on va faire un petit sondage très rapide avec 2 questions. Donc, Alban va vous l'afficher et on va vous demander d'y répondre. Alors, je vais vous lancer. C'est bien lui. Petit sondage voilà, très rapide. De un peu mieux vous connaître pour qu'on puisse adapter la conférence à vous. Voilà, je vous invite à y répondre. Vous avez 2 questions. C'est un peu savoir, vous, où est-ce que vous en êtes dans votre projet de rénovation énergétique? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en cours ou pas du tout? Et un peu connaître aussi l'année de construction de votre maison. Parce qu'en fonction de l'année de construction de la maison, c'est vrai qu'il n'y a pas... C'est des maisons qui peuvent être un peu plus déperditives que d'autres. Parfait, tout le monde a répondu. Alors, voilà les résultats, Maouya, un peu pour donner une idée. Du coup, 4 personnes qui sont à l'état d'ébauche de leur projet et une qui a un projet bien avancé. Voilà. Et 2 qui viennent pour inspiration, qui sont encore plus en amont. D'ailleurs, normalement, vous avez les résultats qui s'affichent, je pense, à l'écran. Sinon, vous pouvez les retrouver dans le petit onglet qui s'est ajouté en bas d'écran en sondage. D'accord. Et puis, par rapport à la date de construction, une majorité a une maison construite depuis 1930 jusqu'à 2000. Donc c'est quand même assez large. Et 2 maisons avant 1930. Personne après 2000. Ok. Donc, ça paraît logique, on est plutôt sur des maisons plutôt anciennes à rénover. Très bien. Alors, on va poursuivre avec un petit focus sur déjà le contexte et les enjeux de la rénovation énergétique de l'habitat. Alors, tout d'abord, il faut un petit peu savoir ce que représente le secteur du bâtiment à l'échelle de l'énergie au niveau de la France. C'est
Ça représente 44% de l'énergie consommée sur tout le territoire et 25% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre émis sur tout le territoire national. Sur GPSO, ces chiffres sont encore plus importants. 58% de l'énergie consommée par le secteur du bâtiment et 31% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur du bâtiment, encore une fois. Ça paraît logique, voilà, puisque sur GPSO, on est quand même sur un territoire assez dense et assez résidentiel. Ces chiffres, donc, qui sont assez élevés, nous montrent à quel point le secteur du bâtiment pèse en termes de consommation d'énergie à l'échelle de la France. Et ça va donc être un enjeu majeur d'agir sur le secteur du bâtiment, un levier important si on souhaite réduire nos consommations énergétiques. Il faut savoir qu'on a un des objectifs fixés à l'échelle nationale également sur GPSO, qui est un objectif de réduction des consommations d'énergie. Donc on s'est fixé à 2050 d'essayer de réduire les consommations énergétiques par 4, de diviser les consommations par 4. Et à l'échelle du logement, on remarque que le chauffage compte pour 2/3 des consommations d'énergie de l'ensemble du logement. Donc voilà, que ce soit à l'échelle globale ou à l'échelle du logement lui-même, le secteur du bâtiment, c'est un secteur qui a un impact fort sur l'énergie. Alors, on peut se poser la question de pourquoi rénover son logement. Donc, en plus de ce qu'on vient de voir, voilà, cet enjeu national et mondial d'ailleurs de besoin de réduire nos consommations énergétiques à l'échelle de votre habitation. Ça va vous permettre déjà d'avoir plus de confort. Voilà, lorsqu'on rénove, lorsqu'on vient isoler, par exemple, on gagne très souvent en confort. Vous évitez des sensations de froid en hiver, des sensations de surchauffe en été, des courants d'air, sensations de parois froides, etc. Préserver l'environnement, donc comme on vient de le voir, c'est directement lié à ce qu'on vient de dire, à cette problématique de réduction des consommations énergétiques. Plus d'économies également à l'échelle de votre habitation, puisque lorsqu'on réduit ses dépenses en chauffage, par là même, on réduit ses dépenses d'un point de vue sur la facture. Et puis un dernier point, c'est une augmentation de la valeur patrimoniale de votre bien. C'est ce qu'on appelle la valeur verte. Donc sur cette petite illustration, c'est une illustration avec des données qui nous proviennent des notaires de France. On observe, alors ça c'est sur l'Île-de-France, nous au niveau de GPSO on se situe en petite couronne. On observe en fait la valeur verte qu'une maison peut avoir en fonction de son étiquette énergétique par rapport à une maison de référence classée D. Donc D plus ou moins au milieu. Donc voilà, l'étiquette énergétique va de A à G et la lettre A étant le bien, le logement qui est le plus vertueux, on va dire, et G, F et G sont plutôt des passoires thermiques. Donc en petite couronne, on observe que lorsqu'on a une maison, donc l'étiquette énergétique est A ou bien B, en moyenne, elle a une valeur à la revente, ou en tout cas une valeur patrimoniale 9% plus élevée qu'une maison classée D. A contrario, une maison qui aurait une étiquette F ou G a une valeur moins importante, de l'ordre de 4% par rapport à une maison D. On voit quand même que l'étiquette énergétique et la valeur verte de votre logement impacte directement son prix, sa valeur. Un petit point sur la réglementation thermique. Donc actuellement, il existe une réglementation thermique de l'existant, élément par élément. Donc, dans le cas où vous faites une rénovation poste par poste de travaux. Cette réglementation est assez obsolète, elle est en cours de mise à niveau, tout simplement parce que les minimums, les performances qui sont exigées sont assez bas et ne permettent pas réellement, si on les suit à la lettre, d'obtenir une rénovation performante.
Donc voilà, il faut prendre ce minimum de réglementation thermique comme justement un seuil minimum et non pas comme un objectif à atteindre. Le but, c'est vraiment d'aller plus loin que ce qui est exigé à ce niveau-là. Il faut savoir qu'il existe également un décret, le décret du 30 mai 2016, qui, si vous êtes dans le cas de travaux de ravalement de façade ou de réfection de toiture, vous oblige à coupler ces travaux-là avec des travaux d'isolation. Donc, par exemple, si vous voulez refaire l'étanchéité de la toiture, sachez que vous avez une obligation d'en profiter en fait, pour faire également des travaux d'isolation. Vous avez également le label BBC Rénovation, donc on ne va pas s'étendre dessus, mais voilà, c'est un label qui peut, donc BBC pour bâtiment de basse consommation, c'est un label qu'il peut être intéressant de viser, puisque justement, il donne des objectifs de rénovation et de performance assez intéressants. Vous avez ici un lien vers la vidéo de présentation, c'est une vidéo réalisée par l'ASDER. Et puis, vous avez également, pour compléter ce qu'on a dit là sur les réglementations thermiques, 2 guides de l'ADEME, dont vous avez voilà, les titres ici. Vous pouvez retrouver en ligne sur Internet. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On va parler des bases techniques d'une rénovation énergétique. Je vais peut-être juste faire Oui. Quand on a des personnes qui nous ont rejoints, peut-être pour leur réexpliquer, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez compléter Q&R, questions et réponses, pour poser vos questions. Si vous avez des remarques, vous pouvez noter dans discussion. Et si vous souhaitez intervenir à l'oral, alors ce sera peut-être plutôt à la fin, vous pouvez lever la main et je vous donnerai la parole. Voilà. Merci, Alban. Donc, lorsqu'on a un projet de rénovation, que ce soit un projet de rénovation global ou que ce soit un projet de rénovation poste par poste, donc travaux par travaux, il est important de prioriser ces travaux pour vraiment s'assurer d'avoir un projet le plus pertinent et le plus performant possible. Et ça se fait en amont, avant même de débuter les travaux. Donc, la première étape qu'on peut indiquer, ça va être de connaître son logement, donc faire un petit état des lieux de son logement, et voilà, donc pour repérer en fait les postes, les lieux sur lesquels il va être nécessaire d'agir et d'intervenir. Et puis dans un deuxième temps, traiter les pathologies existantes s'il y en a, donc si vous avez des problèmes d'humidité, un manque d'étanchéité, de la condensation, voilà, toutes ces problématiques-là, il va être vraiment important de les traiter, d'en trouver la source et pour pouvoir les traiter, intervenir dessus, avant de passer à l'enveloppe du bâtiment. Parce que si vous commencez à isoler directement, vous allez juste amplifier ces problématiques-là. Typiquement, l'humidité, on en reparlera après, mais ça peut être notamment traité avec la mise en place d'une ventilation. Dans un deuxième temps, donc une fois que tout ça est réalisé, on va intervenir, donc on va commencer à proprement parler les travaux, et on va intervenir en premier sur l'enveloppe du bâtiment. Donc on va essayer d'isoler au maximum l'ensemble des parois pour en fait tout simplement réduire les déperditions thermiques et par là même réduire ses besoins en consommation de chauffage. Et puis ensuite, donc, en même temps que vous faites l'isolation, il va falloir être attentif donc, à l'étanchéité à l'air et à la ventilation. Une fois que cela est réalisé, on va s'occuper du système de chauffage et à ce moment-là, voilà, seulement on pourra réfléchir à un système de chauffage plus performant et mieux dimensionné aux nouveaux besoins. Par rapport à l'enveloppe du bâtiment, ici vous avez un petit schéma qui montre les déperditions de chaleur en moyenne en fonction des parois. Donc, ce qu'on observe en maison individuelle, c'est qu'on a la plupart du temps les déperditions, les pertes thermiques les plus importantes plutôt au niveau de la toiture. Donc, ça représente 25 à 30% des pertes de l'ensemble des déperditions du bâtiment, de la maison. Donc, on va avoir tendance à éventuellement se diriger vers la toiture comme premier poste de travaux. Ensuite, vous avez également les murs qui sont des parois assez grandes, donc forcément déperditives. Et puis, au même niveau, tout ce qui est air renouvelé et fuite. Donc, tout ce qui est fuite d'air et puis air renouvelé
ça entend ventilation. On en reparlera un petit peu plus en détail après. Alors, concernant l'isolation, donc dans un premier temps, on peut isoler pour améliorer son confort. Tout simplement parce que la température de confort, la température ressentie, en fait, elle dépend de 2 paramètres. Elle va dépendre de la température à laquelle vous allez chauffer, de la température de l'air ambiant, mais pas uniquement. Elle est en fait égale, la température ressentie est égale à la température, est une moyenne, pardon, entre la température de l'air et la température des parois. Donc c'est ce qui vous est indiqué sur le petit schéma en bas. Donc si vous chauffez à 20 degrés, mais que vos parois sont à 14 degrés, la température ressentie sera de 17 degrés, ce qui est assez inconfortable. Si vous chauffez à 20 degrés, toujours, donc la même température de chauffe, mais que vos parois sont à une température plus élevée de 19 degrés, là, vous allez ressentir une température de 19,5 degrés. Donc, c'est une ambiance plus agréable et une température ressentie beaucoup plus confortable. Vous allez également isoler pour pouvoir diminuer les déperditions thermiques. Donc, il faut savoir que lorsqu'on isole, il faut essayer, dans la mesure du possible évidemment, d'isoler l'ensemble des parois. Donc, la toiture, les murs, les planchers bas et les fenêtres. Et puis, ce qui va être important aussi, ce sur quoi il va falloir être attentif, c'est la continuité de l'isolant. On va vraiment essayer de poser l'isolant de manière continue pour éviter ce qu'on appelle l'apparition de ponts thermiques. Donc, les ponts thermiques, ce sont les endroits où il y a une discontinuité de l'isolant et du coup, l'air va avoir tendance à s'échapper. Donc, c'est ce qui est représenté en bleu sur le petit schéma à gauche. C'est les flèches bleues. On voit que l'isolant est posé de manière discontinue. Et donc, l'air circule entre l'intérieur et l'extérieur, alors qu'en orange, vous avez vraiment une continuité de l'isolant et moins de fuites, moins de ponts thermiques. Concernant l'isolation, donc il va y avoir différentes techniques d'isolation. Donc, dans un premier temps, des parois opaques. Donc, l'isolation, il peut y avoir, déjà, il y a le choix de l'isolant qui entre en ligne de compte. Les isolants peuvent avoir différentes provenances, différents aspects. On a typiquement les isolants synthétiques, des isolants minéraux et des isolants biosourcés. Donc, en fonction de plusieurs critères, notamment en fonction de votre sensibilité écologique, vous allez pouvoir vous diriger vers certains isolants. Les isolants vont avoir aussi différents aspects. Donc, on peut avoir des isolants rigides qui vont être utilisés, par exemple, en toiture-terrasse si on souhaite circuler par la suite sur la toiture-terrasse. On peut avoir des isolants en vrac, donc qui vont être insufflés, plutôt en plancher de comble, comme sur la deuxième photo. On peut avoir des isolants également en panneau. Voilà, il y a toute une gamme d'aspects d'isolants. Donc, les isolants vont avoir aussi différentes caractéristiques thermiques. En fonction de ce qu'on recherche, on va s'intéresser à ces caractéristiques-là. Donc, si on recherche plutôt un confort d'hiver, si on a une problématique de froid en hiver, ce qui va être important, sur laquelle on va être attentif, c'est ce qu'on appelle la conductivité thermique. Donc, la conductivité thermique, ça vous indique à quel point l'isolant laisse passer le froid ou pas. Et on va également s'intéresser à ce qu'on appelle la résistance thermique, qui est en fait liée à la conductivité thermique. Pardon. Donc, on va essayer de privilégier une conductivité thermique basse et une résistance thermique haute, ce qui nous indique que l'isolant est performant. Ce qui va être intéressant aussi de regarder, c'est la masse volumique de l'isolant. Donc, la masse volumique, ça va nous donner un indice sur l'inertie du matériau. L'inertie, c'est la capacité de l'isolant à emmagasiner de la chaleur et à la restituer plus tard à un autre moment. Donc, c'est intéressant d'avoir également un matériau qui a une inertie importante en confort d'hiver. En confort d'été, on va pouvoir s'intéresser à ce qu'on appelle le temps de déphasage. Donc, le temps de déphasage, c'est le temps que va mettre la chaleur lorsqu'il y a un gros pic de chaleur en extérieur. C'est le temps que va mettre cette chaleur à pénétrer à l'intérieur de l'habitation, donc à traverser l'isolant.
plus le temps de déphasage est élevé, et plus c'est intéressant, notamment en été, si vous avez de fortes chaleurs à midi par exemple, et que vous avez un temps de déphasage de 10 heures, la chaleur ne rentrera à l'intérieur de l'habitation uniquement à minuit. Et donc, ça sera le bon moment pour ouvrir les fenêtres, ventiler, à un moment où il fait beaucoup plus frais à l'extérieur. Vous avez également différentes techniques de mise en œuvre de la pose de ces isolants. Donc, ITI, ça désigne l'isolation thermique par l'intérieur, ITE, isolation thermique par l'extérieur. Donc ça, c'est par exemple pour les murs, soit vous pouvez venir isoler par l'intérieur, soit par l'extérieur. Pour la toiture, vous avez l'isolation en rampant sous toiture. Vous pouvez avoir aussi le sarking. Donc le sarking, ça consiste à venir rehausser la toiture pour pouvoir poser l'isolant par l'extérieur. Au niveau des planchers de comble, vous pouvez également isoler les planchers de comble dans le cas où vos combles, par exemple, ne sont pas habitables, ce qui peut être intéressant puisque vous avez du coup un espace tampon. Vous avez votre isolant et en plus un espace tampon entre l'intérieur chauffé et l'extérieur. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que dans la mesure du possible, il faut privilégier l'isolation par l'extérieur parce que comme on l'a vu tout à l'heure, ça permet d'avoir cette continuité de l'isolant. Et puis, il va aussi falloir être attentif à travailler en fonction de l'existant. En fonction des matériaux qui constituent votre maison, vous allez choisir l'isolant qui sera installé. Puisque, voilà, si vous avez typiquement une maison plutôt ancienne, réalisée avec des matériaux anciens, il va falloir choisir des isolants qui respectent les caractéristiques de ce bâti ancien. On avait Gérard qui nous demandait ce que c'était le sarking. Tu l'as. Je l'ai dit. Oui. Il a peut-être posé la question avant que je le dise. C'est ça. C'est bien. Je poursuis donc. Donc là, c'était l'isolation des parois opaques. On a également l'isolation des parois vitrées, qui est un poste sur lequel on va pouvoir intervenir. Alors, qu'est-ce qu'un double vitrage rapidement? Un double vitrage, c'est ce qui vous est présenté sur le schéma. Donc, c'est deux vitrages séparés par une lame de gaz, en l'occurrence le gaz de l'argon. Donc dans les anciennes fenêtres double vitrage, c'était plutôt des lames d'air qui étaient installées entre les deux vitrages, et maintenant c'est plus de l'argon. Également, sur un des deux vitrages, sur le vitrage intérieur, il va y avoir une couche neutre peu émissive installée, ce qui va permettre en fait de laisser pénétrer la lumière à l'intérieur, mais d'éviter qu'elle ne s'échappe à l'extérieur. Ce qui vous permet en fait tout simplement de profiter du soleil et de garder le soleil, la lumière et donc la chaleur à l'intérieur de l'habitation. Pour le choix de notre double vitrage, on va être attentif à différentes caractéristiques. Donc, le coefficient de transmission thermique, qui est noté UW et qui vous indique le niveau de déperdition du vitrage. Donc, on va avoir tendance à choisir un coefficient de transmission thermique le plus bas possible pour éviter pour que la fenêtre soit la moins déperditive possible. Et puis, on va être également attentif au facteur solaire. Donc, le facteur solaire, c'est le pourcentage de rayons solaires qui peut traverser le vitrage. Donc là, à contrario, on voudra un facteur solaire élevé pour pouvoir profiter au maximum de la lumière du soleil. Donc, vous avez différents modes de pose pour ces fenêtres double vitrage. Alors, typiquement, soit ils vont faire la dépose de l'ensemble de la fenêtre, soit uniquement de la partie amovible. Ce qui est toujours le mieux à privilégier, c'est de venir déposer l'ensemble de la fenêtre lorsque c'est possible. Vous avez aussi la question du triple vitrage. Le triple vitrage, c'est la même chose qu'un double vitrage, mais avec un vitrage supplémentaire. Le triple vitrage, du coup, va avoir va être plus isolant, mais on perd en capacité de percevoir la lumière à l'intérieur de l'habitation. Donc, ça peut être intéressant, plutôt à utiliser du coup en façade nord d'une habitation.
Et au vu du coût assez élevé du triple vitrage, ça va être plutôt pour les rénovations niveau BBC, voilà, pour être aligné au niveau d'exigence du reste de l'isolation. Voilà, pour les rénovations plutôt standards, le double vitrage suffit amplement. Donc ça, c'est juste un petit focus sur les seuils à respecter pour une isolation performante. Donc encore une fois, ce sont des indications. Vous pouvez très bien aller plus loin au-delà de ces seuils pour avoir quelque chose d'encore plus performant. Et puis ces seuils sont également ceux qui sont exigés pour pouvoir bénéficier des aides financières existantes. Donc, voilà, comme dit, pour les parois vitrées, vous avez des maximums de UW et des minimums de SW. Et pour les parois opaques, vous avez une indication sur la résistance thermique. Donc la résistance thermique, là vous avez la petite formule. Donc, la résistance thermique est égale à E sur lambda, donc elle dépend de E, l'épaisseur de l'isolant installé, et de lambda, la conductivité thermique. Ça veut dire que pour atteindre un même niveau de résistance thermique, en fonction de l'isolant, qui va avoir à chaque fois une conductivité thermique différente en fonction du matériau, on va devoir installer une épaisseur plus ou moins importante. Alors, donc, maintenant qu'on s'est intéressé à l'isolation de l'ensemble de nos parois, comme dit tout à l'heure, il faut prendre en compte également l'étanchéité à l'air lorsqu'on isole. Donc l'étanchéité à l'air, c'est quoi? Alors c'est tout simplement être attentif aux petites fuites d'air qu'il peut y avoir sur l'ensemble de la paroi de l'habitation. Donc ces petites fuites d'air on peut avoir des petites fuites d'air au niveau de la jonction mur-fenêtre par exemple, au niveau des façades, des planchers, de la toiture, toutes les jonctions. Au niveau aussi, par exemple, des passages de câbles électriques, de la plomberie, des trappes, tout ce qui va être des éléments qui vont traverser la paroi et faire le lien en fait entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, on peut avoir l'impression que ça ne représente pas grand-chose, mais sur une maison de 100 mètres carrés, lorsqu'on cumule l'ensemble de ces fuites, de ces défauts d'étanchéité, on se rend compte que ça représente quand même une surface, la surface d'une feuille A4. Et en moyenne, ça représente 10% des consommations. Donc si on est vraiment attentif à ça, et qu'on essaye vraiment d'y remédier, on peut potentiellement gagner 10% sur nos consommations. Donc là, vous avez sur la première photo un test qui permet de visualiser justement les défauts d'étanchéité. Donc en fait, on injecte de la fumée et ça permet de voir par où la fumée passe et donc par où l'air passe habituellement. Et voilà, grâce à ça, on peut intervenir plus précisément. Vous avez différents moyens de remédier à ces défauts d'étanchéité. Donc ça peut être le cas avec une plaque métallique, comme c'est le cas ici sur la deuxième photo, autour d'une gaine. Ça peut être tout simplement avec du scotch, alors du scotch spécial. Hein. Ça peut être avec du mastic localement. Voilà, il y a différentes techniques en fonction du type de défaut. C'est important d'intégrer vraiment cette notion, ce principe d'étanchéité à l'air dès le début de votre projet, notamment si c'est un projet global où il y a différents intervenants, parce que tout simplement, comme ça, chaque entreprise qui intervient sur chaque poste de travaux aura en tête ce principe de respect de l'étanchéité à l'air. Voilà, par exemple, l'électricien qui viendra tirer ses câbles pourra s'assurer, une fois que c'est fait, de bien tout reboucher et qu'il n'y ait pas de fuite autour des câbles. Ça vous permet, du coup, voilà, comme on l'a dit, de réduire les consommations, en tout cas de limiter les surplus de consommation, et puis aussi de limiter les sensations d'inconfort qu'on peut avoir lorsqu'on a des entrées d'air. Donc, en plus de l'étanchéité à l'air, on a aussi le volet de la ventilation qu'il est important de prendre en compte lorsqu'on fait de l'isolation, tout simplement parce que lorsque vous allez venir isoler votre maison, surtout si vous l'isolez sur l'ensemble des parois, elle va devenir
étanche finalement, étanche à l'air et moins laisser passer l'air extérieur. Donc la ventilation est à ce moment indispensable pour s'assurer du bon fonctionnement et de la pérennité de l'habitation. Tout simplement, voilà, si vous gardez de l'humidité à l'intérieur qui n'est pas évacuée, vous allez déjà vous n'évacuez pas les polluants qui sont dans l'air vicié, et à terme, ça peut avoir un impact sur la santé, puisque c'est directement lié à la qualité de l'air intérieur. Et puis également, au-delà du volet santé, vous allez également venir avoir l'apparition de pathologies, donc de l'humidité, de la moisissure au niveau des parois, de la condensation, etc. Et à terme, ça risque tout simplement de détériorer le bâti. Et puis, il y a également un impact sur le confort, donc ce qu'on appelle le confort hygrométrique, puisque le confort dépend de la température ressentie, comme on l'a vu tout à l'heure, mais également du taux d'humidité dans l'air. Donc, au-delà de 60% d'humidité, on est dans une situation inconfortable. Pour avoir un ressenti confortable, on considère qu'il faut que le taux d'humidité soit entre 35 à 60%. Donc, d'où l'utilité de contrôler vraiment ce taux en ventilant correctement l'habitation. Donc, pour la ventilation, il y a différents systèmes qui existent. Déjà, la ventilation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement venir renouveler l'air de votre habitation, et ça se fait toujours par balayage. On vient récupérer l'air présent dans l'habitation et le renouveler. Donc, vous pouvez avoir un premier système peut être une VMC simple flux. Donc, c'est ce qui apparaît sur ce schéma. Donc, une VMC simple flux, son principe, c'est qu'on fait entrer de l'air au niveau des pièces sèches, donc salon, chambre. Cet air circule dans l'habitation et est ensuite extrait au niveau des pièces humides, donc cuisine, salle de bain, toilette. Donc, sur ce schéma, on voit qu'on a des entrées d'air hygroréglables. Donc, très souvent, ces entrées d'air sont placées au niveau des menuiseries. Et puis, au niveau des pièces humides, on a les bouches d'extraction qui sont en fait reliées par des gaines à un ventilateur central, donc un moteur qui va permettre de venir extraire l'air et de l'évacuer à l'extérieur. Donc, la VMC simple flux, ça peut être éventuellement parfois un peu compliqué à mettre en œuvre du fait des gaines d'extraction, justement. On n'a pas forcément, la place pour les faire passer. Dans ce cas-là, on peut se tourner vers des VMR, donc une ventilation mécanique répartie. C'est le même principe que la VMC, seulement les gaines de bouche d'extraction ne sont pas reliées entre elles à un seul et même ventilateur. Elles ont chaque bouche a son propre ventilateur et l'air est extrait au niveau des façades directement. Vous avez également un système qui est le système de VMC double flux. Donc la VMC double flux, la différence, c'est que l'air qui va être l'air neuf qui va arriver dans les pièces sèches ne provient pas d'entrée d'air au niveau des menuiseries, mais on va le distribuer via des gaines. Et l'avantage, c'est que cet air aura été réchauffé au préalable, donc en passant au niveau de ce qu'on appelle un échangeur de chaleur, qui permet de récupérer les calories de la chaleur de l'air extrait, de les transférer à l'air neuf. Et donc ce système, ça va avoir l'avantage de vous envoyer un air préchauffé, ce qui est intéressant pour diminuer ses besoins en chauffage. Donc ça, vous le voyez sur le schéma, il y a d'autant plus de gaines, puisqu'il y a une gaine associée à chaque bouche. Donc ça peut être plus compliqué à mettre en œuvre en rénovation. Et surtout, ça exige quand même d'avoir un niveau d'isolation important. Donc ça va être éventuellement plutôt pour les isolations type BBC. Donc avec ces 3 points qu'on vient de voir, donc isolation, étanchéité à l'air et ventilation, on a vraiment cherché à réduire au maximum
nos déperditions thermiques et nos besoins en chauffage. Une fois qu'on a agi sur cette partie-là, on va pouvoir s'intéresser au système de chauffage. Alors, peut-être, Maria, il y avait une question par rapport à l'isolation par l'extérieur. Je ne peux accéder qu'aux façades nord et sud. Quand bien même cela aurait une moindre efficacité, aurais-je quand même un impact sur le chauffage et la climatisation? Oui. Oui, dans tous les cas, effectivement, c'est toujours mieux d'isoler au maximum, d'essayer d'isoler l'ensemble des parois. Mais si c'est pas possible, dans certains cas, c'est vraiment pas, enfin, c'est pas possible, c'est pas faisable. Il vaut toujours mieux isoler 2 des parois, ce sera toujours mieux que rien. Vous allez toujours gagner en confort et en déperdition. Et après, voilà, en fonction de ce qui vous empêche d'isoler les autres façades, il y a l'isolation par l'intérieur qui peut être aussi envisagée pour ces 2 façades-là manquantes. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, pour l'instant, c'était la seule. Mais voilà, merci. C'était de Didier. Donc, comme dit, on va passer à la partie chauffage. Alors, juste avant, un tout petit sondage très rapide avec une question pour savoir quel système de chauffage vous avez chez vous. C'est bon. Je vous invite à y répondre. Et maintenant, on a 17 participants. C'est bon, merci d'avoir répondu. Et voilà le résultat. On a un grand gagnant. Donc, le chauffage au gaz, 82%. Grosse prédominance du chauffage au gaz, c'est pas très étonnant, et quand même des gens qui sont chauffés à l'électrique. Très bien. Alors, effectivement, on va parler un petit peu du chauffage assez rapidement parce qu'on voit que l'heure tourne. Alors, pour votre chauffage, comment concevoir et prévoir un système de génération de chaleur performant? Tout d'abord, on va pouvoir s'intéresser à votre système de distribution. Donc, dans le cas notamment des systèmes hydrauliques. Donc, c'est le cas pour beaucoup d'entre vous puisque vous êtes en chauffage au gaz. Ça va être la question de l'entretien du réseau. Donc, ça peut être du désembouage, par exemple, à faire régulièrement. Également, le calorifugage, auquel on pense parfois peu. Le calorifugage, c'est ce qu'il y a au niveau de cette photo. Donc, ça va être le fait de venir tout simplement isoler les tuyaux d'approvisionnement de l'eau pour s'assurer qu'il y ait le moins de pertes à ce niveau-là possible et que l'eau qui arrive dans vos radiateurs soit à la température désirée et qu'il n'y ait pas de perte à ce niveau-là. Vous allez pouvoir aussi améliorer l'émission, donc en ayant des émetteurs de chaleur adaptés, des robinets thermostatiques et une programmation pour vraiment être le plus proche possible des besoins que vous avez. Voilà, typiquement, si vous êtes absent en journée, s'assurer que ça soit pas chauffé, que la maison ne soit pas chauffée pour rien pendant la journée. Donc, ce qu'on va prendre en compte, c'est la nouvelle puissance de chauffe qu'on aura déterminée en fonction de nos nouveaux besoins. Donc, une fois qu'on aura fait toute cette partie isolation, on aura normalement réduit nos besoins en chauffage et on pourra dimensionner quelque chose de généralement moins puissant que ce qu'on avait précédemment. Pensez à la régulation, à la programmation, et puis également toute la partie entretien qui n'est pas à négliger parce qu'une fois que le système est installé, il y a tout l'entretien qui suit par la suite et également au niveau des coûts. Ce ne sont pas des coûts à négliger au niveau notamment d'une chaudière à gaz, c'est quelque chose qu'il va falloir entretenir dans le temps. Alors, ici, vous avez un petit schéma qui vous présente les différents systèmes de chauffage existants. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a vraiment pas le temps.
Voilà, vous avez en gros tous les types de chauffage qui vous est possible d'avoir pour chez vous. Alors, soit une chaudière, soit des pompes à chaleur, soit un système solaire combiné. Vous pouvez avoir également un système décentralisé, donc radiateur, plancher électrique, et poêle, foyer fermé, insert. Et puis après, voilà, si vous avez un système qui ne produit que de la chaleur pour le chauffage, vous pouvez avoir un chauffe-eau indépendant pour la production d'eau chaude sanitaire. Donc, typiquement, en fait, vous avez en vert ce qui apparaît, ce sont les systèmes de chauffage qui utilisent des énergies renouvelables. Donc, le chauffage au bois, la pompe à chaleur qui peut être soit aérothermique en récupérant les calories de l'air, soit géothermique en récupérant les calories du sol, le système solaire, bien sûr, qui peut vous permettre, avec des panneaux thermiques, de chauffer votre maison. Et puis, voilà, les systèmes plus, qui ne sont pas centralisés, décentralisés, un poêle à bois, un foyer fermé, un insert. Vous avez le même type de fonctionnement pour la production d'eau chaude sanitaire. Donc, voilà, en fonction de vos besoins, en fonction des caractéristiques de votre maison, en fonction des possibilités, en fonction de votre budget, évidemment, vous allez pouvoir vous diriger vers l'un ou l'autre de ces systèmes. Donc, pour conclure sur ces bases techniques, petite conclusion en fait sur ce qu'on a dit et sur les points qu'on a abordés. Ça va être vraiment, lorsque vous vous lancez dans votre projet de rénovation énergétique, d'avoir en tête une démarche, voilà, d'essayer d'avoir au maximum une démarche cohérente et vertueuse. On se base souvent sur cette démarche qui est la démarche mégawatt, qui fonctionne en 3 étapes. Donc la première, sobriété, donc réduire au maximum vos besoins, donc avec la partie enveloppe thermique et isolation qu'on a vue. La partie efficacité, donc efficacité en essayant d'adapter au mieux vos systèmes, système de chauffage notamment. Et puis un point qu'on n'a pas abordé ensemble, mais le renouvelable. Donc voilà, l'installation d'équipements à énergie renouvelable lorsque c'est possible, notamment pour la production d'eau chauffage par exemple. Maouia, il reste 15 minutes. Oui, alors je suis bientôt à la fin, on va peut-être rapidement passer sur le parcours de la rénovation. Et puis après, on pourra prendre les questions s'il y en a. J'essaye de faire vite. Donc, le parcours de rénovation, donc là, vous avez un petit schéma qui vous montre la chronologie d'un projet. Vous avez 5 grandes étapes, l'étude préliminaire, la prise de décision, le projet, l'exécution des travaux, la fin et la réception des travaux, et puis enfin l'exploitation et l'entretien. Donc ici, on va rapidement parler uniquement de la première phase, c'est celle qui nous intéresse maintenant, la phase d'étude préliminaire. Donc la phase préliminaire aux travaux, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend donc l'analyse de l'état du bâtiment, donc les parois, les systèmes, etc. Dans un deuxième temps, une fois que vous avez analysé et repéré vos besoins, les manquements de l'habitation, s'intéresser aux aides financières qui peuvent exister, qui sont mobilisables pour les travaux que vous envisagez. Dans un troisième temps, ça va être de prioriser vos travaux donc en fonction des éléments que vous avez repérés et en fonction évidemment de votre budget. Dans un quatrième temps, vous allez définir vos travaux et donc voilà, avoir un choix arrêté sur vos travaux. Et puis dans un cinquième temps, consulter les entreprises. Donc là, il est fortement conseillé par poste de travaux, pour chaque poste de travaux, de consulter et de faire réaliser des devis par plusieurs entreprises pour voilà, vraiment pouvoir comparer, être sûr qu'au niveau des techniques utilisées, ce qu'on vous propose est cohérent et au niveau des prix, évidemment. Et puis, dans un sixième temps, lancer les démarches pour pouvoir bénéficier des aides financières. Donc, il faut toujours faire ça en amont des travaux et pour certaines aides également avec un devis non signé. Alors, juste rapidement, pour faire donc on a parlé de cette première étape
faire un état des lieux de son habitation pour repérer les points sur lesquels on va venir intervenir. Donc ça peut être soit vous-même en fait, dans votre habitation en fonction de votre ressenti, en fonction de ce que vous repérez. Donc à l'usage, très souvent on se rend compte des manquements qu'il peut y avoir au niveau de l'isolation, au niveau du chauffage, etc. Vous pouvez vous-même identifier les travaux à faire et vous pouvez également faire réaliser un diagnostic, notamment si vous avez un projet peut-être plus global avec un budget peut-être plus important. Et donc ce diagnostic thermique, ça peut être soit un diagnostic thermique, soit un audit énergétique, en fonction de à quel point la prestation est poussée ou non, va vous permettre de tout simplement repérer et hiérarchiser les travaux prioritaires. Donc vous avez ce qu'on appelle bien sûr le diagnostic de performance énergétique que vous connaissez très certainement. Donc c'est ce qui vous indique en fait l'étiquette énergétique de votre habitation, donc avec des lettres qui vont de A à G. Et ça vous indique à quel point voilà, le bâtiment est consommateur ou pas. Il faut savoir que le mode de calcul de ce DPE a été réformé et donc dès le 1er juillet 2021, le mode de calcul va changer. Et notamment pour les maisons qui sont chauffées au gaz, puisque j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, on prévoit que certaines qui ne sont pas des passoires énergétiques, donc qui ne sont ni F ni G, vont avec ce nouveau mode de calcul malheureusement passer en F ou G, puisque ce mode de calcul prend maintenant aussi en compte, pour l'établissement de l'étiquette énergétique, les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, quand vous êtes chauffé au gaz, forcément ça pèse un petit peu plus au niveau des émissions de gaz à effet de serre. A contrario, les maisons chauffées en électrique, qui peuvent être peut-être pour l'instant passoires énergétiques, vont avoir tendance à gagner un petit peu des points à ce niveau-là. Donc voilà, comme dit, le DPE, c'est une indication, mais ça ne vous permet pas vraiment d'avoir une indication chiffrée, précise sur vos consommations. Donc très souvent, ça ne suffit pas pour savoir voilà, quoi faire. On peut aller donc plus loin avec un diagnostic thermique ou un audit énergétique. Et puis, en fonction, voilà, donc ces différents diagnostics vont être réalisés par des bureaux d'études ou des bureaux de diagnostic qui peuvent vous proposer des prestations plus ou moins poussées et qui pourront même vous accompagner éventuellement sur la phase de travaux. Donc, très rapidement, c'est mon dernier point. Donc, une fois ces travaux définis, vous pouvez aussi faire appel à un maître d'œuvre, qui peut être donc, soit un maître d'œuvre spécialisé dans la rénovation énergétique, donc il faut être attentif à ça, soit un architecte, qui également, voilà, c'est quand même plus pertinent s'il a une connaissance de la rénovation énergétique. Et ce maître d'œuvre va pouvoir vous accompagner sur l'ensemble de la phase du projet, donc les 5 étapes qu'on a vues tout à l'heure, sur la conception du projet, sur l'accompagnement du montage des dossiers administratifs, tout ce qui est demande de permis de construire, demande d'aide financière, sur l'aide au choix des entreprises, donc en définissant avec vous un cahier des charges et ensuite par la suite en sélectionnant les entreprises qui répondent au cahier des charges, la rédaction des documents techniques, la coordination des travaux, ce qui est vraiment important si vous avez un gros projet avec plusieurs entreprises et plusieurs corps de métier qui interviennent. Le maître d'œuvre, ça va être vraiment son rôle de s'assurer que tout fonctionne bien et voilà, tout est fait correctement. Et puis également la réception du chantier pour s'assurer que une fois que les travaux sont terminés, tout ce qui avait été prévu a été réalisé et a bien été réalisé. Un dernier petit point sur les ressources et les sujets annexes. Donc, juste pour vous dire que vous avez accès à des fiches techniques sur notre site web, donc gpso-énergie.fr, qui sont en fait des fiches de retour d'expérience de maisons qui ont été rénovées sur le territoire de GPSO. Donc, voilà, ça peut vous donner des idées. Donc, sur ces fiches, à chaque fois, sont listés les travaux qui ont été faits et puis également les entreprises qui sont intervenues sur le chantier. Et puis, pour parler des sujets annexes qu'on n'a pas eu le temps de développer, donc vous avez à 15h30, voilà, aujourd'hui, dans la demi-heure qui suit, un atelier retour d'expérience. Vous aurez 2 retours d'expérience
de projets de maisons qui ont été rénovés sur GPSO, et puis une conférence à 17 h sur les aides financières que vous pouvez mobiliser pour votre projet de rénovation énergétique. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez y participer, c'est sur le même lien sur lequel vous êtes actuellement. Soit vous pouvez rester connecté, soit vous pouvez vous déconnecter et recliquer sur le lien au moment de l'heure de ces conférences. Donc, merci de votre écoute. J'ai un petit peu dépassé sur ce qui était prévu, mais il nous reste encore un peu de temps pour échanger. Quelques minutes pour poser les questions. Alors là, il y en a une qui est apparue sur une question un peu plus technique. Que pensez-vous des peintures techniques isolantes? Tu vois ce que c'est, oui, à type théotherme. C'est avec des billes de céramique issues de l'industrie spatiale. Et une conductivité thermique, c'est un lambda. C'est pas les enduits thermiques, j'imagine que c'est différent. Je ne sais pas si la personne peut préciser. Peut-être préciser. Alors, je ne sais pas qui est le nom de la personne qui a posé la question, si ça rentre dans le cadre des enduits thermiques. Non, pas des enduits thermiques. D'accord, c'est différent. Pour tout vous dire, je ne connais pas très bien les peintures techniques isolantes. Je vois la question. Vous pouvez, je ne sais pas si les autres gens peuvent voir la question aussi. Réflexion de 90% des infrarouges du rayonnement solaire. Alors, je ne connais pas, je vous avoue, je ne connais pas dans le détail. J'en ai entendu parler vaguement. J'imagine que ça doit voir effectivement des capacités, notamment réfléchissantes au niveau du rayonnement solaire et du coup, peut-être éviter, peut-être pendant l'été, un effet de serre indésirable. Je ne sais pas, j'imagine. Après, dit comme ça, je pense que c'est quand même peut-être pas forcément, en tout cas pas dans tous les cas aussi efficace qu'un isolant sur une épaisseur de 20 cm. Alors, je vous avoue que je ne peux pas vous donner plus de détails là, comme ça tout de suite. Il faudrait que je creuse un peu le sujet. Si d'autres participants s'y connaissent, qui n'hésitent pas à intervenir. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, il nous reste 5 minutes. Vous pouvez lever la main si vous souhaitez qu'on vous donne la parole. Oui, la personne précisait que c'est pour les murs intérieurs, pour éviter l'effet froid. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, c'est pas en extérieur. Je ne connais pas ce produit. Ça peut être effectivement une solution pour éviter la sensation de paroi froide, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être la limiter. Oui, pourquoi pas. Je pense que c'est vraiment dans les cas de figure où on n'a pas vraiment le choix et on ne peut pas isoler, parce qu'effectivement, ça peut permettre d'éviter cet effet-là, notamment sur les murs en pierre, par exemple. Ça va venir un peu réchauffer, on va dire, l'ambiance. Mais en complément d'une isolation ou si on n'a pas le choix et qu'on ne peut pas faire d'isolation, je dirais. On n'a pas d'autres questions pour le moment? Eh bien, merci. Non, pas d'autres questions pour le moment. Sachez que voilà, si vous voulez prendre rendez-vous avec un conseiller énergivore, vous pouvez, il y a le numéro qui s'affiche là, pour qu'on puisse vous accompagner plus précisément dans votre projet. Tout à fait, soit via le numéro, soit via le lien qui s'affiche ici. Et puis, si besoin, vous pourrez retrouver cette présentation, donc ce support de présentation sur notre site web. Donc, on vous enverra dès la semaine prochaine le lien. Puis également, pour ceux qui seraient arrivés peut-être un peu en retard, la vidéo sera rediffusée sur notre chaîne YouTube. Ah, on a 2 questions qui sont venues. Oui. Lors de travaux sur toiture, donc depuis l'extérieur, ça devait être la question sur le sarking, comment poser un pare-vapeur entre le placo et l'isolant? Est-ce que sur la pose du pare-vapeur Alors, depuis l'extérieur, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir un pare-vapeur
posé. Le pare-vapeur va avoir, alors corrige-moi si je me trompe, Alban, le pare-vapeur, sa fonctionnalité, ça va être plutôt justement de protéger l'isolant de l'humidité qui est produite à l'intérieur. Donc lorsque vous êtes en isolation par l'intérieur, vous allez venir poser un pare-vapeur entre l'intérieur et l'isolant pour le protéger et éviter qu'il ne s'altère avec le temps. Alors, la personne veut, je vais lui donner la parole. Oui, Voilà, c'est bon. bonjour. Merci Bonjour. pour l'activation du micro. Oui, alors je vais être plus précis parce que finalement, taper la question prend du temps et j'en ai trop pris par rapport à votre temps d'intervention. Mais la question est la suivante. On fait intervenir un couvreur, donc on change toute la partie tuile. Donc, bien évidemment, les travaux se font depuis l'extérieur, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, le vieil isolant, laine de verre, pas très épais, qui convenait il y a 30 ans, va être retiré. La question qu'on s'est posée, lui et moi, c'est comment poser un pare-vapeur, puisqu'on fait les travaux, j'allais dire, dans l'autre sens que celui qui correspondait à la réalisation du bâtiment, c'est-à-dire le couvreur posait d'abord sa couverture, puis après le plaquiste posait ou celui qui avait en charge l'isolation posait l'isolant, puis le plaquiste posait son placo. Là, la rénovation fait qu'on fait le chantier depuis l'extérieur, donc on est confronté à la problématique de poser ce pare-vapeur, puisque si j'ai bien compris les DTU, il faut empêcher que l'humidité interne du bâtiment, que l'on génère par une cuisine, par l'humain déjà, eh bien, il faut éviter que cette humidité pénètre l'isolant, donc après avoir traversé le BA13, parce que finalement, je dirais, ça dégrade d'une part la performance thermique, enfin d'isolation de l'isolant, mais aussi ça génère, on va dire, un désordre de type moisissure et probablement d'autres choses que je ne sais pas décrire. Et donc, poser ce pare-vapeur est finalement problématique lorsqu'on fait, on va dire comme nous, une amélioration de l'isolation à l'occasion de travaux sur toiture, mais que malheureusement, on s'y prend par l'extérieur parce qu'on ne va pas déposer le BA13 pour tout refaire la peinture après. Vous voyez ce que je veux dire maintenant? Alors, il y a Johan Fort qui répond toujours côté chaud, le pare-vapeur. Et oui, mais c'est bien ça. C'est justement ce qui donc rend la pose de ce pare-vapeur délicate, puisque, je répète, on va poser le nouvel isolant plus épais et peut-être d'un type différent, on va le poser depuis l'extérieur, avant de reposer les lithos et les tuiles. D'accord, donc c'est quand même une isolation par l'extérieur. Vous allez venir déposer les tuiles pour pouvoir venir poser les dents et ensuite remettre les tuiles. C'est bien ça? Les tuiles sont changées d'ailleurs. Donc, oui. La rénovation fait qu'il y a, on va dire, une bonne raison de faire quelque chose sur son bâti. Donc, par exemple, là, c'était l'amélioration de la toiture. Et à l'occasion de cela, c'est pas plus mal de recoller à des performances imposées par la réglementation, qui sont d'améliorer l'isolation. On est quand même confronté un peu aux limites de ces procédés, puisque, je répète, on ne va pas déposer le BA13 pour faire ça depuis l'intérieur. Donc, je posais la question, là, est-ce qu'il y a, parce que certains y ont déjà réfléchi, une méthode appropriée à des chantiers de cet ordre qui font que le pare-vapeur, étant posé, j'allais dire, depuis l'extérieur, se pose peut-être d'une certaine manière. Il y a des produits pour cela ou pas? Je vous avoue que dans le détail, là, je ne saurais pas vous répondre comme ça. Effectivement, le pare-vapeur, comme l'a dit Johan, c'est toujours côté chaud, puisque voilà, le but, c'est de protéger l'isolant, l'humidité produite à l'intérieur. Après, là, j'ai bien compris que vous venez mettre l'isolant sur une plaque de BA13 qui est déjà présente. Alors, dans ce cas-là, je ne pense pas que le pare-vapeur, il faille le mettre au niveau de l'isolant lui-même, entre l'isolant et le BA13. Ça serait peut-être éventuellement par l'intérieur après le BA13. Vous avez là dans le détail.
Oui, mais là, ça Voilà. veut dire que nous verrions le pare vapeur. Donc ça, c'est pas souhaitable. Et ce que propose Johan, parce que effectivement, moi non plus, je ne saurais pas trop bien vous répondre, et surtout, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Il y a un guide de pose du parvateur dans le cadre de travaux d'isolation fait par le CSTB. Et peut-être aller Oui. lire plutôt ces guides plus Une techniques. bonne indication. Ouais, effectivement. Où il y a, je pense que je vois à peu près de quel guide il s'agit, où ils reprennent justement à chaque fois chaque cas de figure pour essayer de donner des solutions à chaque cas de figure. Peut-être consulter ça. Et sinon, nous, on peut regarder aussi de notre côté, parce que là, on n'a pas la réponse tout de suite. Mais, En n'étant pas professionnel, est-ce que donc un particulier peut accéder à ce guide du oui, a CSTB? priori, Libre accès sur Internet. Ouais. D'accord. Sur le CSTB. Mais voilà, sinon, n'hésitez pas à nous appeler et on pourra en reparler. Voilà, juste le temps, peut-être que nous, on se renseigne plus précisément de notre côté pour ce cas de figure particulier. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà. De rien. On va devoir mettre fin à l'intervention. Voilà, il n'y avait plus trop de questions. Mais sinon, vous pouvez nous rejoindre à 15h30 sur les retours d'expérience. Ça montrera un peu un projet voilà, concret, comment rénover cette voiture et comment, voilà, un autre projet aussi avec un architecte de la rénovation qui vous donnera des exemples concrets. Comme ça, on pourra également peut-être répondre à vos questions. Très bonne journée, très bon après-midi à vous. Merci beaucoup Alban, merci à tous pour votre présence et voilà, comme dit, vous pouvez nous rejoindre sur la suite des événements de la journée et puis également nous contacter pour discuter de votre projet. N'hésitez pas. Et on vous enverra également un petit questionnaire de satisfaction par mail que vous recevrez. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. Tout à fait. Merci à vous et au revoir. Merci, au revoir.